Bonsoir. À année spéciale, rentrée spéciale. Du fait de la pandémie du coronavirus, la rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu le lundi 5 octobre 2020, une date particulière pour le corps enseignant. À quelques jours du début des classes, les principaux maillons de la chaîne du livre se plaignent. Le manuel scolaire, du moins certains, sont indisponibles. Les parents se plaignent, se tournent vers les libraires qui eux aussi ont les yeux rivés sur les éditeurs, lesquels vivent sous la pression du Conseil de l'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique. Chaque année, à la même période, c'est presque toujours le même refrain. Qu'est-ce qui fait problème? Avec l'invité de ce soir, nous tenterons de démêler les chevaux. Enseignant de littérature française à l'université, il a également une activité d'éditeur. Nous pourrons donc aisément parcourir les métiers de la chaîne du livre avec lui. Passer en revue les rôles de l'éditeur au consommateur en passant par le diffuseur, distributeur et autres libraires. Notre hôte, amoureux de culture, a créé en 2000 le journal culturel Patrimoine. Il a été chroniqueur au journal Mutation. Secrétaire permanent du Conseil de l'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique, le professeur Marcelin Wundaetoa est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie de votre aimable invitation. Alors lundi prochain, c'est la rentrée des classes. Dites-nous, est-ce que tous les enfants camerounais pourront aller avec les livres dans leur sac, tous les livres, éludant le volet finance? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quelques livres manquent à l'appel et peut-être on aura l'occasion d'évoquer les raisons de cette absence de quelques livres de certains éditeurs dans les rayons de librairie. Alors, globalement, la situation sur le terrain, c'est grave, peut mieux faire, pas très grave? Quelle est la situation sur le terrain? La situation sur le terrain fait observer deux choses. Un grand éditeur étranger n'a pas ses livres, et il en a quelques-uns dans les programmes au Cameroun, n'a pas quelques-uns de ses livres dans les rayons de librairie. Quelques éditeurs camerounais qu'on peut considérer comme de petits éditeurs au regard du nombre de livres qu'ils ont dans les programmes 1 ou 2, ont eu des retards dans l'acheminement sur le marché de quelques-uns de leurs livres. Voilà globalement la situation, mais je pense que tous les autres éditeurs, et ils sont une cinquantaine, ont effectivement leurs livres sur le marché. Donc nous avons à peu près 4 ou 5 éditeurs dont les livres ne sont pas disponibles sur les 53 ou 54 éditeurs qui sont inscrits sur les listes officielles. Voilà la situation sur le terrain. Alors récemment, vous avez sommé ces éditeurs-là. Est-ce que ça veut dire que le message n'est pas passé ou alors ils vous ont convaincu par leurs raisons? Sinon, est-ce qu'ils entendent de bouger quand même les lignes parce qu'on est quand même à quelques jours de la rentrée? Alors, peut-être qu'il faudrait redessiner tout le parcours pour que le livre arrive à la librairie et on aura là l'explication du retard de quelques-uns. Depuis l'année dernière, sur instruction de notre hiérarchie, il a été demandé à tous les éditeurs dont les manuels sont agréés d'avoir des entrepôts au Cameroun. La contrainte qui est celle du Conseil et du gouvernement, c'est de faire paraître les listes officielles des manuels agréés au moins 5 mois avant la rentrée pour que les éditeurs se préparent en conséquence pour produire ces livres, pour les importer vers le Cameroun pour ceux qui impriment à l'étranger et les rendre disponibles. La première chose qu'on peut constater, et cela est vérifiable, c'est que les listes des nouveaux manuels inscrits au programme de la maternelle, de la CIL et du CP ont été publiés 8 mois avant la rentrée. Parce que c'est précisément le 9 mars que le ministre de l'Éducation de base a rendu publique la liste officielle des manuels scolaires. Si vous calculez le temps entre le 9 mars et le 5 octobre, ça fait 8 mois au moins que les éditeurs ont eu parce qu'ils savaient déjà que leurs livres étaient retenus pour les produire. Ce qui se passe, c'est que lorsque les éditeurs compétissent pour proposer leurs livres,
après l'évaluation de ces manuels, le meilleur manuel est retenu, mais ce manuel doit être bonifié. Le contenu doit être amélioré par les observations qui ont été faites par les évaluateurs, qui sont des experts dans ce domaine-là. D'accord. Le conseil se donne 2 semaines pour obtenir la validation par les éditeurs du contenu des manuels. Après ce moment-là, la responsabilité est totalement celle des éditeurs. Il se trouve que presque tous les éditeurs, pour des raisons de coût, pour des raisons de qualité, impriment leur manuel à l'étranger. Et le secteur de l'imprimerie, c'est un secteur où vous payez pour la marchandise que vous avez commandée à 50% au moment où vous passez la commande, et les 50% restants, vous les payez à l'enlèvement de la marchandise. Alors, si un éditeur imprime en Chine, imprime en Inde, imprime en Turquie, comme c'est le cas pour la plupart des éditeurs camerounais, s'il a un livre au programme, s'il doit imprimer ce livre en 100 000 exemplaires, comme c'est la moyenne des tirages pour le cycle du primaire et de la maternelle, si son livre coûte 1000 francs, le coût de l'impression représente généralement 25% au moins du coût de vente publique du livre. Donc, 25% de 1000 francs, c'est 250 francs. Et si vous commandez 100 000 exemplaires, il vous faut 25 millions. Si vous avez la moitié, vous pouvez passer votre commande, mais il vous faut les 12 millions et demi restants pour enlever la marchandise chez l'imprimeur. D'accord. Voilà la première difficulté. Cette difficulté-là, c'est celle des petits éditeurs qui généralement n'ont pas tout l'argent qu'il faut pour passer leurs commandes. L'autre contrainte financière, c'est le fret maritime. Si vous avez imprimé en Chine, si vous avez imprimé en Inde, si vous avez imprimé en Turquie, après qu'on a livré votre marchandise, vous devez pouvoir payer le fret maritime. Et ça prend un temps. Le fret, c'est entre 30 et 45 jours. Et lorsque le navire accoste et que votre conteneur doit être dédouané, ça vous prend quelques jours, mais il vous faut de l'argent pour que ce processus-là soit fluide. Les petits éditeurs camerounais, ceux qui ont un livre, et qu'on ne peut pas blâmer d'être petit parce que dans le secteur de l'édition, on commence tout petit et on grandit. Et nous avons pour mission d'encourager les petits éditeurs camerounais à grandir. Donc, un éditeur comme celui-là, un petit éditeur camerounais, pourrait avoir quelques difficultés pour mobiliser tous les fonds. Voilà ce qui cause le retard de l'approvisionnement du marché par les petits éditeurs camerounais. La situation est différente avec les grands éditeurs étrangers. Ils ont un autre problème. Depuis toujours, aucun de ces grands éditeurs n'a cru devoir avoir un entrepôt, un endroit où ils stockent des livres qui sont inscrits dans le programme camerounais. Et du fait de ne pas avoir ces entrepôts, la conséquence c'est que quand ces éditeurs-là ont eu des manuels agréés, quand ils les ont imprimés, ils les laissent en stock chez l'imprimeur ou ils les déplacent dans leurs propres entrepôts qui sont hors du Cameroun. Et dans quelles conditions ces manuels-là arrivent au Cameroun? Lorsque un diffuseur ou un distributeur, le diffuseur c'est le grossiste dans le secteur du manuel scolaire, il faut qu'un diffuseur commande ces manuels-là, offre des garanties ou le paiement cash pour importer lui maintenant à son compte et à ses frais ces manuels. Nous avons trouvé cela impossible et injuste. Injuste vis-à-vis des éditeurs camerounais qui, eux, après qu'ils ont imprimé, rapatrient tout leur stock au Cameroun. Oui. Et impossible parce que aucun diffuseur camerounais ne peut avoir les ressources financières suffisantes pour importer la totalité des stocks des livres qui sont imprimés à l'étranger. Nous avons fait une petite étude. Un diffuseur, c'est un grossiste, donc il ne discrimine pas. Il doit commander tous les livres du plus important, selon les discriminations que les parents font ou que les enseignants font, au moins important. Si vous prenez un diffuseur qui commande 1000 exemplaires de tous les livres qui sont inscrits sur les listes officielles au Cameroun, de la maternelle en terminale, 1000 exemplaires de tous les titres dans les deux sous-thèmes, il lui faut 1,2 milliard de francs pour 1000 exemplaires. Or, 1000 exemplaires de tous les titres, c'est à peine la provision d'une ville comme Douala. Parce qu'il y a plus de 10 libraires à Douala qui peuvent chacun commander 100 exemplaires de chaque titre. Vous voyez donc qu'il est quasiment impossible à un diffuseur, quel qu'il soit, de commander
les centaines de milliers de tous les livres qui sont produits pour le système éducatif camerounais. Et la solution qui nous a été demandée de mettre en œuvre a consisté à dire, désormais, tous les éditeurs qui ont des parts de marché dans le secteur du livre au Cameroun importent eux-mêmes leur manuel et mettent en place un système de gestion de leurs entrepôts localement. L'avantage étant quoi? L'avantage étant que un distributeur qui est un semi-grossiste, qui veut 100 exemplaires de chaque titre, ou qui en veut même 50, peut s'adresser directement à l'éditeur qui est situé à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bamenda ou à Boya. Donc, ça facilite la mise sur le marché des livres par des acteurs qui n'ont pas toujours toutes les ressources qu'il faut pour commander de grandes quantités. Et il se trouve que les éditeurs étrangers dont les livres ne sont pas disponibles sont les éditeurs qui ont tardé à acquérir des entrepôts et à les faire gérer par leur propre personnel. En fait, ces éditeurs-là ont toujours fonctionné sur la base de la commande qui leur est passée par des distributeurs locaux. Et cette année, le plus gros distributeur a tardé à passer ses commandes à cet éditeur-là qui lui-même a tardé à ouvrir un entrepôt. C'est pour ça que nous en sommes à avoir les manuels d'un seul éditeur étranger qui manque. Les autres éditeurs étrangers s'étant astreints à respecter la règle qui consiste à avoir un entrepôt qui est un avantage pour l'éditeur. Parce que ne pas avoir ces livres disponibles alors qu'ils ont été agréés, c'est comme priver des patients d'un médicament qui a été commandé. Alors là, vous avez déjà touché quelques maillons de la chaîne du livre. J'aimerais quand même qu'on commence, qu'on y aille pas à pas. Oui. Commençons par les éditeurs. Oui. Quels sont les critères mis en place pour désigner les éditeurs chaque année? Alors, la profession d'éditeur est une profession libre d'accès, mais au niveau du conseil, nous avons un certain nombre d'indicateurs de sérieux et de professionnalisme que nous demandons aux éditeurs. D'accord. Le métier d'éditeur, vous savez, il peut être exercé de plusieurs manières. La plupart des éditeurs, au début, sont des entreprises unipersonnelles. C'est le fondateur qui est en même temps le principal gestionnaire. Assez souvent même, et on a encore de nombreux cas dans le secteur du manuel scolaire au Cameroun, il est son propre éditeur. Ce n'est pas la meilleure façon d'exercer ce métier parce que le métier d'éditeur suppose qu'on prend une distance critique par rapport à un texte, qu'on a l'expertise pour évaluer ce texte-là, pour apprécier la qualité de son contenu et la qualité de la langue dans laquelle ce texte est rédigé. Donc, on commence comme ça, et puis progressivement on grandit, on devient une société anonyme, on passe à une société anonyme à responsabilité limitée, avec une instance qui dirige, mais avec des professionnels qui exercent le cœur du métier d'éditeur, qui consiste donc à bonifier un texte, à rendre meilleur un texte pour qu'il soit d'un savoir avéré, d'une écriture agréable et qu'il puisse circuler en véhiculant un certain nombre de connaissances. Donc, nous sommes passés à un moment donné d'une centaine d'éditeurs à une cinquantaine. Parce que, avant la réforme prescrite par le Premier ministre, par le décret du 23 novembre 2017, qui fait basculer dans la politique du manuel unique, tout le monde, pratiquement, a cru devoir faire dans l'édition. Les libraires sont devenus éditeurs. Justement, j'allais vous demander, et parfois là même, il s'agit de qui? Est-ce que ce sont des éditeurs dans le sens premier du terme? Est-ce que c'est oui, ou alors ce sont des imprimeurs qui se sont transformés beaucoup en éditeurs? d'imprimeurs se sont transformés en éditeurs, mais ce que nous leur exigeons maintenant, c'est d'avoir le dossier d'une entreprise d'édition, mais d'avoir également une infrastructure, c'est-à-dire un équipement, parce qu'on peut avoir sa maison d'édition dans son cartable, d'avoir pignon sur rue, d'avoir un équipement, et surtout d'avoir des professionnels formés au métier de l'édition, au métier du livre, comme employés de cette structure. D'accord. Voilà, donc voilà les conditions minimales que nous demandons aux éditeurs. Et une fois qu'on a rempli ces conditions-là, on peut, en interprétant les programmes scolaires, faire ces propositions de manuels dans les disciplines où on croit avoir des compétences. Voilà comment ça commence avec les éditeurs. Donc nous recevons toutes les propositions et elles sont soumises à évaluation. Le 29 mars 2018, le Premier ministre a signé
une critériologie d'évaluation des manuels scolaires qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, nous évaluons les aspects physiques du manuel. Les manuels scolaires, désormais, doivent durer 6 ans. Il faut que le manuel soit robuste. En règle générale, il faut qu'il soit collé et il faut qu'il soit cousu. Voilà. Et ces aspects physiques, il faut qu'ils soient attrayants, il faut qu'ils soient aérés, il faut qu'ils soient bien montés du point de vue de ses apparences physiques. Il y a 50 points, 25 points qui vont donc aux aspects physiques du manuel. 25 points vont au prix du manuel. Parce que nous pensons qu'il y a une structure du prix du manuel qui fait que lorsqu'un éditeur a des prétentions très élevées, si son concurrent a des prétentions moins élevées, nous soumettons tous ces manuels-là à des experts dans les métiers de l'édition et qui savent calculer la structure du prix du livre pour que nous puissions attribuer des points à chaque manuel en fonction de ses qualités et de son apparence physique. Les 50 autres points sont dédiés au contenu du manuel. Ouais. Alors, les 50 points du contenu sont un prérequis pour qu'on considère les notes obtenues sur les aspects physiques et sur le prix du manuel. C'est de cette manière-là qu'on garantit la qualité du contenu avant de voir les autres aspects. Parce qu'on pourrait avoir tendance à dire 50 points sur le contenu, c'est faible. Parce que c'est le contenu qui est la substance dont se nourrissent les enfants à l'école. Mais c'est un prérequis. Vous pouvez avoir 25 sur 25 sur les aspects physiques, 25 sur 25 sur le prix, mais si vous n'avez pas préalablement obtenu une note d'au moins 75% des 50 points sur le contenu, votre manuel est disqualifié. C'est de cette manière-là donc que sont évalués les manuels. Et pour le contenu, on regarde la qualité des savoirs véhiculés par le manuel. Nous vérifions également les valeurs morales qui sont véhiculées par les manuels, les représentations sociales qui y sont véhiculées, et nous regardons le niveau de langue. Une fois donc qu'on a tous ces éléments et qu'on a classé tous les manuels par ordre de mérite, l'éditeur ainsi retenu est invité au conseil et il reçoit donc son manuel avec la fiche de toutes les corrections qu'il doit faire pour rendre son manuel meilleur. C'est donc ces manuels-là qui font l'objet de la publication des listes qui sont signées par les ministres en charge de l'éducation, ministre de l'éducation de base et ministre des enseignements secondaires. Et cela est fait, comme je l'ai dit au début, 5 mois au moins avant la rentrée, et cela a été respecté. Parce que je l'ai dit pour le primaire, c'était 8 mois. Pour le secondaire, c'était le 12 mai que les listes ont été publiées. Si vous calculez du 12 mai au 5 octobre, on est à plus de 5 mois. Et donc, aucun éditeur ne peut alléguer le retard accusé par la publication des listes, comme jadis, pour justifier le retard de l'approvisionnement du marché en manuel. Alors, est-ce que le retard, justement, de l'approvisionnement peut rentrer comme dans les fautes, dans les failles des éditeurs? Absolument, absolument. Les éditeurs qui n'ont pas leur livre disponible au moins 2 semaines ou bien même 1 mois avant la rentrée sont des éditeurs défaillants. D'accord. Voilà. Alors là, on comprend qu'il y a eu peut-être tromperie sur la marchandise. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas aussi indexer ici ceux qui sélectionnent, parce qu'ils n'auront pas vérifié que ces éditeurs respectent tout ce qu'il faut pour être qualifiés comme tels? Ils doivent respecter le cahier de charge. Merci. Alors, le cahier de charge est dûment rempli par tous les éditeurs au moment où ils viennent déposer leur dossier. Même ceux qui n'ont peut-être pas l'entrepôt. Même ceux dont je vous ai dit qu'ils ont quelques difficultés financières, vous présentent des documents bancaires qui attestent qu'ils sont liquides, ils ont le soutien de leur banque pour les accompagner. Mais c'est sur le terrain que vous vous rendez compte que, en réalité, il est possible qu'ils aient obtenu des documents de façon complaisante pour faire un dossier. Et ceux qui sont en retard, qui sont de grands éditeurs, je pense que c'est une mutation à laquelle ils n'ont pas cru au départ. Je vous ai dit que quelques-uns ont effectivement des entrepôts et une équipe du secrétariat permanent a séjourné à Douala les 18 et 19 août et a constaté que des 3 ou 4 éditeurs étrangers qui sont dans les programmes, il y en a un qui a effectivement un entrepôt et qui a
dans son entrepôt tous ces livres qu'il a importés à son propre compte et que cet entrepôt-là est géré par des personnels qui sont à sa charge. Parce que l'autre chose qu'il faudrait dire, c'est qu'on devrait pouvoir quand même profiter de l'expérience des vieux éditeurs étrangers dont quelques-uns sont centenaires. En fait, si ces éditeurs avaient eu un entrepôt, et je peux vous garantir qu'après l'entrepôt, je pense qu'on pourrait nous demander de leur exiger d'avoir des bureaux ici avec un personnel à qui ils passent la main pour que les choses puissent se faire ici au Cameroun. D'accord. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cet aspect-là. Il y a plusieurs éditeurs étrangers, mais également des locaux qui préfèrent aller imprimer, produire leurs livres à l'extérieur. Oui. Est-ce que ce choix est judicieux, vous qui êtes éditeur? Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il est judicieux? De la discussion que nous avons eue avec tous ces éditeurs-là et de l'expérience que j'ai eue en tant que directeur des éditions clés dans une autre vie, ce choix est pratique et avantageux économiquement. Parce que, figurez-vous que à cause des surcoûts causés par la fiscalité sur les intrants, premier élément, et à cause du niveau technique de l'imprimerie, de la majorité des imprimeurs camerounais, il n'est pas possible d'avoir la même qualité de contenu, la même qualité de sécurité des manuels que celle qui est offerte à l'étranger à un coût qui représente, et je n'exagère rien, parfois le quart de ce que ça coûterait ici. C'est-à-dire que si vous allez vers un imprimeur camerounais, vous lui proposez votre manuel à imprimer, la facture qu'il va vous donner va faire que le coût unitaire du manuel que vous allez imprimer chez lui, pour des raisons diverses, va représenter 4 fois le coût de ce que ce même manuel vous coûterait à l'étranger. Et je veux dire 4 fois le fret maritime compris. Et vous comprenez donc que personne ne peut accepter de perdre de l'argent en affaires. Et c'est pourquoi les éditeurs étrangers, les éditeurs camerounais s'en vont imprimer à l'étranger. Je laisse de côté les petits autres problèmes que pourrait être la sécurité du produit, parce que imprimer localement, si l'imprimeur n'a pas sécurisé son entreprise, on pourrait avoir des fuites d'exemplaires et qui nourriraient la contrefaçon. Voilà les raisons données par les éditeurs qui justifient qu'ils impriment à l'étranger. Donc, l'option qui serait la bonne, parce que ça représente un montant important. Si vous calculez que l'impression représente 25% du coût des produits finaux qui sont sur le marché, lorsque je vous ai dit que 1000 exemplaires de tous les titres de la maternelle à la terminale correspondent à peu près à 1,2 milliard, il faudrait diviser par 4 ce chiffre-là pour voir ce qui est laissé dans les caisses des imprimeurs à l'étranger par les éditeurs qui ont le Cameroun comme marché. Alors peut-être dans l'option que vous pensez, c'est-à-dire la transmission du savoir par les vieux éditeurs, les anciens éditeurs aux plus jeunes, peut-être qu'il faudra ajouter, vous qui êtes secrétaire permanent, le volet fiscalité. Oui, voir comment est-ce qu'il serait, dans les jours à venir, possible d'imprimer au Cameroun. Oui, c'est une question qui est en débat. Et au niveau du Conseil, nous avons déjà eu à discuter avec les imprimeurs locaux pour voir ce qui fait qu'il n'y ait pas de part de marché dans l'édition du manuel scolaire. Et je pense que c'est une question qui mériterait d'être approfondie parce que, je vous ai dit tout à l'heure, en termes de chiffres, ça représente quelque chose. Et ça représente autant de choses en termes d'emplois qui pourraient être créés dans le secteur de l'imprimerie au Cameroun. Alors parlons des diffuseurs à présent. Après l'impression, le livre arrive chez le diffuseur. Déjà, il faut nous dire qu'est-ce que c'est que le diffuseur. On n'entend pas beaucoup parler au Cameroun, du moins le Camerounais lambda. Alors, le diffuseur, pour faire simple, c'est le grossiste. Le diffuseur, c'est le grossiste. C'est celui qui prend en grande quantité, qui éclate ces quantités-là, et qui les met à la disposition du semi-grossiste qui sera le distributeur. Et le distributeur va mettre les manuels ainsi éclatés en petits lots à la disposition des libraires en fonction de leurs commandes. On ne peut pas comprendre le problème des diffuseurs au Cameroun
si on ne rappelle pas en amont que les éditeurs, eux, payent cash l'imprimeur. Vous voyez? Une fois qu'ils ont payé, ils ne peuvent pas donner à crédit parce que parfois ils ont pris un crédit pour pouvoir payer l'imprimeur. Oui. Maintenant, le diffuseur veut de grandes quantités. Pour qu'il obtienne ces grandes quantités-là, il lui faut beaucoup d'argent. Je vous ai dit 1000 exemplaires de chaque titre de la maternelle en terminale, ça fait 1 milliard 200 millions. Si vous allez à 10 000 exemplaires, ça fait 12 milliards. Et si c'est à 100 000 exemplaires, ça fait 120 milliards. Pour avoir 100 000 exemplaires de tous les titres des manuels de la maternelle à la terminale des deux sous-systèmes, et cela, l'enseignement technique non compris. Le problème du diffuseur sera donc essentiellement le problème, 1, de la liquidité qu'il peut avoir pour avoir les quantités qu'il souhaite, 2, des garanties qu'il peut fournir à l'éditeur pour qu'à défaut d'argent liquide, il puisse au moins avoir les livres. Et nous sommes dans un phénomène bizarre. Le livre, actuellement, est un produit captif. C'est comme le médicament. Il n'y a aucun parent qui en aurait les moyens, qui priverait son enfant de tous les manuels scolaires. Donc, forcément, le livre va se vendre. Mais il faut qu'il soit disponible pour se vendre. Et ce n'est que lorsqu'il est vendu qu'on a l'argent de cette vente. Et le diffuseur n'a pas tout l'argent, mais il peut avoir cet argent si le livre est disponible. Donc, il se pose entre le diffuseur, le distributeur et l'éditeur un grave problème de confiance. Si les diffuseurs, tous les diffuseurs, étaient des gens à qui tous les éditeurs feraient totalement confiance, ils ne se chamailleraient pas sur le produit, ils iraient vers la conquête du marché en rendant le produit disponible, sans lequel on ne peut pas avoir l'argent à partager. Voilà le gros problème qu'on a dans le secteur de la diffusion, de la distribution du manuel scolaire au Cameroun. Lorsque vous voyez des éditeurs, ils vous disent « tel distributeur me doit beaucoup d'argent. Il ne veut pas me payer et il veut davantage de livres. » L'éditeur est gêné parce que il ne va pas faire de l'argent en stockant ses livres. Il ne pourra donc pas rembourser les dettes qu'il a contractées pour payer l'imprimeur. Ouais. Et parfois, il est poussé à donner dette sur dette au diffuseur ou au distributeur, qui parfois solde la dette de l'année antérieure comme gage de sa capacité à payer et il prend d'autres livres. Beaucoup d'éditeurs nous disent, on comprendrait qu'un diffuseur qui vous prend 10 livres vous dise, je ne les ai pas tous vendus, vous paye pour ce qu'il a vendu et vous montre le reste du stock. Et désormais que les livres durent 6 ans dans les programmes, en réalité, le seul risque qu'on encourt, c'est de thésauriser un peu d'argent, de garder un peu d'argent dans les livres. Donc ce n'est pas un argent perdu. L'année d'après, les livres vont se vendre. Donc le plus grave problème que nous avons dans la diffusion du manuel scolaire dans ce pays, c'est le problème de la confiance. D'abord, c'est le problème de la capacité à payer ce qu'on commande par les diffuseurs. Et ce phénomène-là va du diffuseur au libraire. Le distributeur vous dit, les diffuseurs vous disent, moi le grossiste, je n'arrive plus à donner au semi-grossiste parce qu'il me doit, qui est le distributeur, qui me doit et qui ne m'a pas tout payé. Et qui ne me montre pas le reste de stock. Le distributeur va vous dire, tel libraire, je ne lui donne plus mes livres parce qu'il ne m'a pas soldé la dette de l'année dernière. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est une autre explication du phénomène de la pénurie, c'est que les libraires vous disent que tel livre n'est pas encore là, mais ils ne vous disent pas parfois que ce livre est là, mais ils n'ont pas l'argent pour l'acquérir. Pas d'argent. Et que font les libraires, les petits libraires? Je veux dire, petit libraire, c'est quelqu'un qui n'a pas plus de 5 millions de francs pour lancer sa librairie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une provision. Pour avoir tous les livres en 100 exemplaires, de la maternelle à la terminale, il faut avoir au moins 120 millions de francs. Alors, un libraire francophone devrait avoir 60 millions pour avoir en 100 exemplaires tous les livres de la maternelle à la terminale. Et si c'est une librairie bilingue, il lui faut le double. 120 millions de francs pour avoir en 100 exemplaires tous les livres. Et s'il n'a pas les 100 millions et qu'il doit quand même vivre, il cherche les produits qui tournent vite. Et comme les parents ont pris l'habitude d'accorder la priorité à 3 manuels, français, anglais, mathématiques, ce libraire-là sera tenté de ne prendre que ces 3 livres. Quand vous venez lui demander un livre de sciences, un livre d'histoire géo,
il vous dit non, le livre n'est pas disponible. Assez souvent, c'est le libraire qui n'a pas l'argent pour commander tous les livres dont pourraient avoir besoin les parents. Voilà une autre raison de l'indisponibilité de certains manuels. Donc, et c'est vraiment une chaîne, et donc dès qu'il y a un maillon qui est défaillant, l'ensemble est déglingué. Voilà. Alors, est-ce qu'il se dit aussi qu'il y a des pourcentages, il y a une politique de pourcentage? Oui, absolument. Comment est-ce que ça se passe? Alors, en règle générale, l'éditeur cède le manuel au diffuseur, c'est-à-dire le grossiste, avec une remise de moyenne de 30%. Et le diffuseur va céder au distributeur avec une moyenne de 25% autour de ça. Et le libraire, qui est le vendeur final du livre, reçoit les livres avec une remise de 20%. Maintenant, l'un des problèmes que nous avons, c'est que certains éditeurs estiment que le libraire gagne beaucoup et peut-être pour un effort qui ne le mérite pas. Donc, il y a une querelle sur le pourcentage. Comme le livre est captif et que l'éditeur sait qu'il va se vendre, parfois il demande au libraire de prendre le livre à moins de 20%. Et il y a des libraires qui se braquent et qui parfois boycottent certains éditeurs qui refusent de respecter. Et je voudrais vous dire que sous la supervision du secrétaire général des services du Premier ministre, un protocole a été signé entre les acteurs de la chaîne du livre et tous savent exactement quelles sont les fourchettes des pourcentages qu'ils doivent concéder les uns aux autres. Le problème, c'est que certains éditeurs aussi, qui n'ont pas toujours toutes les ressources, pour imprimer leurs livres, demandent des avances aux libraires et aux distributeurs en leur disant « Mon livre est sur la liste, vous payez à l'avance, je vous fais une meilleure marge que ceux qui attendent que j'ai imprimé. » Et ça, c'est parfois des éditeurs qui n'ont pas assez d'argent pour imprimer. Vous voyez, nous sortons progressivement d'un amateurisme qui a caractérisé l'environnement du manuel scolaire. Et au terme de cette année, année après année, nous assainissons et l'assainissement n'est pas une stigmatisation, une discrimination, ni une mise au banc d'un certain nombre d'acteurs. C'est la jauge de leur capacité qui permet de se dire, avec tel éditeur, nous avons la possibilité et l'assurance que les livres seront disponibles. Il y a comme les libraires aussi qui estiment que les éditeurs se transforment en libraires eux-mêmes. Oui, oui. En fait, ce qui s'est passé par le passé, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure quelles étaient les difficultés des diffuseurs. Le libraire a une marchandise. Si personne ne vient la prendre et que lui, il a des dettes à payer, il sera tenté lui-même d'aller essayer de la commercialiser. C'est ça le problème. Si des diffuseurs prenaient au libraire tout leur stock, les payaient ou leur donnaient des garanties de paiement, aucun libraire ne serait en train de chercher des solutions pour la commercialisation. Vous voyez? Donc, la situation que nous avons trouvée, c'est que certains éditeurs, pour rapprocher le produit du consommateur, ont créé des dépôts régionaux. Mais nous leur avons dit, vous ne pouvez pas, et ce n'est même pas une bonne affaire pour vous, transporter de Yaoundé à Garoua vos seuls livres et les vendre exclusivement chez vous. Vous donnez de la peine aux parents qui doivent faire le tour des entrepôts, le tour des éditeurs pour avoir tous les livres. Ce que nous souhaitons, c'est que le secteur de la diffusion, de la distribution et de la commercialisation soit renforcé pour qu'un parent qui veut tous les livres à un seul endroit puisse les avoir. Et il y a un gros travail à faire du côté des distributeurs, parce que distribuer suppose non seulement les ressources financières dont nous avons parlé, mais une infrastructure. Si vous devez transporter des livres de Yaoundé ou de Douala à Kaélé, ou à Kousseri, ou à Yokadouma, il faut la logistique. Il faut une logistique. Et la logique dans laquelle nous sommes en train de travailler avec tous ces acteurs, c'est de leur montrer que personne ne peut seul. Donc il faut former des équipes, il faut créer un maillage. Il y a des services de messagerie qui existent, qui transportent toutes sortes de choses. Des colis, des courriers, des lettres postales et tout ça. Si ces acteurs-là sont éveillés sur l'enjeu que représente le manuel scolaire, il y a moyen de créer des réseaux, des chaînes pour que le livre arrive partout. Le service de la poste dans ce pays, selon ce qui m'a été rapporté, arrive au moins dans tous les arrondissements de ce pays. Et si vous imaginez qu'on puisse transporter des produits jusque dans les arrondissements, il est possible, en recourant à ces personnes, de transporter le manuel scolaire au moins jusque dans les chefs-lieux de département. Mais là, il restera
à mettre en place des réseaux de librairies. J'ai visité quelques villes de ce pays, Edea, Kribi et beaucoup d'autres villes, Ebolova, Mbalmayo. Vous trouverez à peine une surface de 9 mètres carrés qui tient lieu de librairie. C'est moins que cela et ce n'est pas assez pour pouvoir commercialiser tous les manuels scolaires. Effectivement. Alors, le ministre de l'Éducation de base annonce la distribution des manuels pour le premier niveau. C'est pour aider les populations. À côté, on a le ministre du Commerce qui a également organisé la foire du livre. Dans les librairies, il n'y a pas de livres. Comment on essaie de comprendre, hein? Indisponibilité, on annonce la distribution et à la fois du livre. Finalement, est-ce que les uns ne créent pas aussi la pénurie de chez les autres? Non, cette information doit être saisie dans la nuance. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas les livres, ça veut dire qu'il n'y en a pas un seul. Mais si vous dites il y a une disponibilité voilà, de certains. il n'y a pas quelques livres, Ouais. alors vous avez 7 à 8 manuels dans le cycle du primaire. Tous les manuels de la maternelle sont disponibles. D'accord. Tous. Tous. Au niveau de la CIL, du CP, tous les manuels sont disponibles à l'exception de 2 manuels de l'éditeur étranger qui devait les pourvoir et dont je vous ai parlé tout à l'heure. CE1, CE2, CM1, CE2, c'est à ce niveau-là où cet éditeur est un peu plus présent que ces livres sont absents à l'appel. Donc, tout ce qui est organisé autour du livre concerne donc les livres qui sont disponibles. Donc, les parents peuvent déjà acheter certains livres et les derniers de cet éditeur qui ne sont pas disponibles le seront dans les prochaines semaines, selon ce qui nous a été rapporté, et on aura la totalité des livres. Il y a l'aspect prix. Oui. Tout à l'heure, on parlait des libraires et des éditeurs qui estiment que le prix, ils ne s'accordent pas sur les prix. À côté, on a la foi du livre qui dit aussi que ce sera à des prix concurrentiels. Est-ce que là aussi, l'un ne coupe pas l'herbe sous le pied de l'autre? Non, non. La foi du livre ne coupe pas l'herbe sous les pieds de qui que ce soit. Parce que l'image que je voudrais prendre pour expliquer cette situation, c'est que imaginez que vous avez une région qui a un besoin qui est évalué. Si vous avez une région de ce pays qui a un besoin de 10 sacs de riz et que tous les transporteurs qui vont dans cette destination-là, toutes leurs capacités réunies, ne peuvent vous permettre de transporter que 5 sacs de riz. Qu'est-ce que vous faites des 5 sacs de riz restants? Si vous avez une offre alternative pour transporter ce riz-là, est-ce que vous allez la bouder parce que c'est un transport qui est exclusivement réservé à ceux qui font la ligne habituellement? C'est ça le problème. Je pense que la bourse du livre mériterait d'être mieux comprise. Telle que la bourse du livre est envisagée, elle a 2 avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle tient en quelques jours. À Yaoundé, elle tient en 3 jours. À Douala, elle va tenir en 4 jours. Et elle consiste à rappeler l'intérêt, l'importance du livre, parce qu'il y a plus de marketing du livre que de vendre du livre à la bourse du livre. Et donc, tous les parents sont en alerte. Il faut acheter les livres. Une fois que la bourse du livre, après les 3 jours, s'est déplacée pour une autre ville, le besoin continue d'être rappelé dans l'esprit des gens qui sont informés qu'il y a une bourse du livre. Et à ce moment-là, les libraires prennent le relais. La deuxième chose et le deuxième avantage substantiel qu'offre la bourse du livre, c'est la possibilité d'échanger de façon honnête. Si vous n'avez jamais fait l'expérience d'aller échanger des livres dans les librairies du poteau, vous repartez de là avec le sentiment que quand vous venez avec un livre, s'il a déjà servi, fut-il encore neuf, celui qui veut le prendre pour le remplacer par un autre livre ou pour vous compenser financièrement a tendance à trop baisser le prix de ce livre. Oui. Voilà. Au point où parfois des gens sont révoltés et repartent avec leur livre chez eux. Et pourquoi? C'est parce que au niveau du poteau, c'est totalement informel. À la bourse du livre, vous avez l'avantage pour des livres qui durent 6 ans dans les programmes. Quand on a dans une famille des enfants qui se suivent, il n'y a pas de problème. Les livres passent de main en main. Mais si vous avez un enfant qui sort d'un sous-cycle pour aller à un autre et qui n'a pas un cadet qui va prendre ses livres, soit vous les offrez à un parent, soit vous pouvez venir les changer à la bourse du livre de façon plus équitable. Le problème de changement des livres au poteau, c'est le manque d'équité des acteurs du poteau qui ont tendance
à vouloir trop gagner sur les parents, sachant que ces parents n'ont plus rien à faire avec les livres qu'ils viennent changer. Effectivement. Alors, on va faire un petit un recap des problèmes qui minent le secteur du livre au Cameroun. Alors, l'un des problèmes, c'est la contrefaçon. L'un des problèmes, des graves problèmes, c'est la contrefaçon. Si on veut prendre tous les paliers de la chaîne, peut-être qu'on peut remonter en commençant par la commercialisation pour aller vers l'édition. Le premier problème, c'est la contrefaçon. De nombreux libraires, de très nombreux libraires qui ont des librairies ouvertes vendent des livres contrefaits. J'en ai fait l'expérience. Et je pense qu'il est important pour les parents, par exemple, pour vérifier l'authenticité et la bonne des livres qui sont vendus et la bonne foi, nous avons demandé à tous les libraires d'apposer leur cachet sur les livres qu'ils vendent. De sorte que si un libraire vend un livre contrefait, on puisse le repérer. Le deuxième problème qui se pose, et évidemment pour en finir avec la contrefaçon, vous savez, les petits libraires veulent gagner rapidement. Et la marge qu'on leur concède de 20% semble ne pas les satisfaire. Surtout que le prix du livre a baissé. Si vous avez 20% de 1000 francs, ça fait 200 francs et parfois les libraires estiment que ce n'est pas assez. On a eu des discussions avec eux, on leur a dit, en réalité, si le livre est moins cher, il devrait se vendre davantage. Rapidement, oui. Et donc, vous avez intérêt à ce que le livre soit le moins cher possible et accessible à tous les parents. Ne voyez pas les 200, mais multipliez les 200 par la quantité que vous allez vendre. Donc, ça c'est le premier problème avec les libraires. Devenir professionnel, devenir vraiment sérieux et faire les choses selon les règles. Maintenant, l'autre problème qui se pose dans le secteur du manuel scolaire depuis la politique du livre unique, c'est que beaucoup d'acteurs qui tiraient profit de l'ancienne politique où il y avait plusieurs livres au programme essayent de faire de la résistance. Il y a encore des écoles où vous allez et vous trouvez d'autres livres sur la liste que ceux qui ont été prescrits par les ministres en charge de l'éducation. Parfois, vous trouvez des substitutions, parfois vous trouvez des ajouts. Mais comment est-ce que vous faites pour, justement, à cet endroit-là? Il y a des livres, il y a la liste qui est agréée pour l'année. Est-ce qu'on doit comprendre que ça concerne uniquement les établissements publics et pas les établissements privés? Comment gérez-vous donc ceux des établissements privés? Parce qu'il arrive qu'on rencontre des listes qui ne sont pas du tout conformes à celles arrêtées par la. Il n'y a aucun établissement qui se crée sans une autorisation préalable des ministères dédiés, soit dans le primaire, soit dans le secondaire. Donc aucun établissement n'est son propre chef et ne peut faire que ce qu'il veut. Parce qu'en fait, les enfants qui sont dans ces établissements, après, vont être soumis aux examens officiels qui sont organisés par les ministères de tutelle. Je peux dire que ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer dans certains établissements, c'est que l'éducation est devenue un produit marchand pour de nombreux acteurs de ce secteur. Et ça, c'est extrêmement grave. Que des gens privilégient l'argent et mettent l'argent devant et trouvent des prétextes pour essayer de gagner de l'argent. On est captif du système éducatif comme on est captif du système sanitaire. Il n'y a aucun parent normal qui refuse d'envoyer son enfant à l'école. Il n'y a aucun parent qui s'abstient d'aller à l'hôpital avec son enfant quand il est malade. Et il ne faudrait pas que ceux qui sont dans ces secteurs-là profitent de cette situation pour en exiger davantage aux parents. Vous voyez, on a parlé des pensions, mais pour ce qui est des manuels scolaires, au moment où on arrive dans le secteur, de nombreux établissements se sont transformés en éditeurs, parfois vendant des photocopies à des parents. Et l'argument qu'on fait valoir, c'est que non, vraiment, l'établissement a des exigences de qualité et de performance qui fait qu'il peut prendre d'autres ouvrages pour les mettre au programme pour consolider le niveau des apprenants. Mais les apprenants ne vont pas lire tous les livres. Ils ont un manuel de programme, c'est les enseignants, à la limite, qui peuvent aller chercher des connaissances complémentaires où ils pensent pouvoir les trouver pour renforcer les leçons qu'ils dispensent. Il est clairement écrit sur les listes officielles signées par les ministres qu'aucun autre manuel n'est exigible aux parents que les manuels qui sont sur les listes officielles.
Mais ce qu'on rencontre sur le terrain, c'est que les parents ont peur que leurs enfants soient stigmatisés et aucun d'eux n'ose dénoncer l'ajout de livres supplémentaires. Et nous avons dit aux parents que c'est de leur responsabilité aussi. Et au moins au niveau des APE, cette question devrait être abordée. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des lettres circulaires des 2 ministres en charge de l'éducation qui rappellent à leurs collaborateurs, à l'échelle de la région, du département et de l'arrondissement, qu'ils doivent veiller au respect scrupuleux des listes officielles. Voilà l'autre problème qui se pose avec les listes. Pour ce qui est du conseil, nous avons saisi la CONAC au fin d'ouvrir des enquêtes pour savoir quelles sont les motivations profondes des chefs d'établissement qui ajoutent des manuels sur les listes officielles et qui obligent les parents à les acheter. D'accord. On poursuit dans les problèmes qui minent le secteur du livre. Oui. Alors, au niveau de la librairie, Oui. Ce n'est pas un problème qui mine, mais c'est simplement une question de capacité à renforcer. Nous voulons former les libraires à exercer ce métier qui est un métier noble et séculaire ailleurs de façon professionnelle. Ce que vous observez ici, c'est que on ne parle de librairie qu'à la veille, pendant et quelques temps après la rentrée. Donc l'activité de libraire ici dure à peu près 3 mois. Or, le métier de libraire est un métier qui s'exerce comme tous les autres métiers, 11 mois sur 12 dans l'année, avec un 12e mois qui est le mois des congés annuels. Donc, nous voulons pouvoir amener les libraires à exercer le métier, à faire de l'argent comme il doit être fait pour la période de la rentrée, mais après, à s'ouvrir à la littérature générale, de sorte que si vous voulez un livre dont vous avez entendu parler à la télé, ou dont vous êtes informé d'une autre manière, que vous puissiez l'avoir au moins au niveau de la région. Et il faudrait donc qu'on arrive à cela avec les libraires. Et c'est un combat, une réflexion, une discussion que nous allons avoir avec eux pour que, renforçant leur capacité, ils soient capables d'exercer ce métier-là de façon noble. Je voudrais vous dire qu'en Tunisie, où nous avons fait du benchmarking, si vous n'avez pas le baccalauréat, vous ne pouvez pas être libraire. Tous les libraires tunisiens ont au moins le baccalauréat. C'est pour dire que c'est un métier d'intelligence. Ce n'est pas simplement une affaire d'argent qu'on veut gagner. Juste des voilà. livres. Maintenant, on remontait les marches et on arrive aux diffuseurs, aux distributeurs. Essentiellement, c'est un problème de ressources financières et infrastructurelles. Vous ne pouvez pas distribuer les livres à l'échelle nationale et on devrait pouvoir envisager la distribution du livre à cette échelle-là. Si vous êtes un diffuseur national, vous devez pouvoir transporter les livres dans les 10 régions de ce pays. Et si dans chaque région, vous avez 10 clients, vous devez avoir la capacité non seulement de transporter 10 000 livres à raison de au moins 1000 par région, vous devez également avoir les ressources financières pour acheter les 10 000 livres par manuel et de la maternelle à la terminale. Voilà le problème tel qu'il se pose au niveau de la diffusion et de la distribution. C'est une affaire de gros sous et une affaire d'infrastructure. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrive un jour à intéresser un certain nombre d'acteurs sociaux, d'acteurs économiques camerounais qui ont les ressources pour s'intéresser à ce secteur du manuel scolaire qui désormais est un secteur sécurisé. Maintenant, au niveau des éditeurs, le problème est celui de davantage de professionnalisation. Beaucoup d'éditeurs, un certain nombre d'éditeurs sont encore des entreprises unipersonnelles. C'est-à-dire que le monsieur que vous avez en face de vous, c'est lui qui est le fondateur, c'est lui qui est le seul employé et il sous-traite une ou deux choses et parfois il n'a pas les ressources nécessaires. Pourtant, on forme de plus en plus des éditeurs. Oui, mais en réalité, c'est la capacité à s'organiser en entreprise avec un capital de départ qui est le problème. Ce n'est pas la capacité technique et professionnelle. Voilà, il faut avoir de l'argent et il faut oser faire un ensemble de choses. Et nous avons un autre challenge avec les éditeurs. Nous avons dit aux éditeurs, lorsqu'ils sont éditeurs de manuels scolaires, ce qui représente à peu près 95% des ressources qui sont brassées dans le secteur de l'édition au Cameroun, si vous êtes éditeur de manuels scolaires,
si vous avez des parts de marché, vous devez obligatoirement vous intéresser au développement de la littérature générale. Voyez-vous, le manuel scolaire, on y apprend à lire, n'est-ce pas? Pour qu'après, on lise pour apprendre quand on est sorti de l'école. Et donc, nous allons, dans un avenir proche, voir comment les éditeurs développent un catalogue de littérature générale pour voir comment ils participent au rayonnement de la lecture et de la littérature dans notre pays. Puisqu'il y a un projet qui est en cours de politique nationale du livre. Ça ne peut pas être, bien que ça repose à un pourcentage très élevé sur le manuel scolaire, ça ne peut pas être exclusivement le manuel scolaire. Parce qu'il y a un ensemble d'acteurs sociaux, il y a un ensemble de personnes qui ont été à l'école et qui veulent continuer à lire comme ça se fait partout dans le monde. Il faut donc que les éditeurs qui gagnent de l'argent dans le secteur du manuel scolaire investissent une partie de cet argent-là pour éditer la littérature générale. Parce que le problème que nous avons, pour ceux qui ne font que la littérature générale, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Et 95% des livres qui sont produits au Cameroun le sont à compte d'auteur. C'est-à-dire que vous, madame, si vous voulez publier un livre, vous écrivez, vous allez voir un éditeur, il vous dit votre texte est très intéressant, je le trouve même passionnant, mais je n'ai pas un sou pour le financer. C'est vous qui financez encore. Et vous financez encore votre livre. Et donc, du coup, ça pose problème. Ouais. Or, si les éditeurs qui gagnent des parts de marché dans le secteur du scolaire peuvent donc investir une partie de cet argent à financer quelques bons livres, il y aura de la lecture pour tout le monde et pas seulement pour les élèves. Mais l'édition à compte d'éditeurs aussi, avec le papier, la fiscalité, est-ce que aussi de ce côté-là, il ne faudrait pas revoir ce secteur-là? Oui, évidemment, évidemment. Mais la plupart, justement, des éditeurs de littérature générale qui existent au Cameroun impriment localement. Ils impriment localement. La qualité n'est pas toujours excellente, elle n'est pas toujours constante, mais c'est des textes qui peuvent se lire. D'accord. Alors, l'indisponibilité du livre ou alors du manuel scolaire au Cameroun, en général, ça dit que le problème se fait ressentir chaque fois, presque toujours à la rentrée scolaire. Alors, selon vous, quelles peuvent être là ou les solutions à ce problème-là? Que l'année prochaine, on n'ait plus une rentrée où on dit, bon, il n'y a pas 2 livres ou il n'y a pas 3 livres. Alors, si on avait un élément de comparaison, il y a moins de livres qui manquent cette année que l'année dernière. Pourquoi? Parce que nous avons, comme je vous l'ai dit, astreint certains éditeurs, tous les éditeurs, à avoir des entrepôts. Et ceux qui ont traîné à les avoir, qui croyaient que c'était une charge supplémentaire qu'on faisait peser sur eux, ont vu le risque qu'ils ont pris de faire des livres et de compter sur les diffuseurs. Voyez? Et si un diffuseur décide de ne pas commander votre livre, il n'est pas disponible sur le marché alors que vous avez investi pour que le livre soit imprimé. Donc, je pense que cette expérience sera l'ultime, la dernière, pour les éditeurs qui étaient là à comprendre qu'en réalité, ce que le conseil leur demandait, ce n'était pas de dépenser, de perdre de l'argent, mais c'était de sécuriser leurs propres produits. Parce que garder ces livres à l'étranger, compter sur un diffuseur, c'est un gros risque. Et ceux qui l'ont fait à leur dépense cette année. Et maintenant, ils sont en train de se mettre en quatre pour essayer de rattraper le retard. On ne peut pas blâmer un diffuseur de ne pas avoir l'argent pour commander toutes les quantités produites par un éditeur qui, de surcroît, pourrait demander des garanties que le diffuseur n'a pas. Parlons, ou alors parlez-nous, hein. Vous avez évoqué ça en amont, mais j'aimerais qu'on s'apesantisse un peu sur la politique du livre unique. Expliquez-nous cela. Alors, la politique du livre unique par matière et par classe résulte d'un décret. Un décret du Premier ministre signé le 23 novembre 2017. Avant cette politique, il y en avait une autre qui avait créé et organisé le Conseil d'agrément des manuels scolaires et dans laquelle on avait pensé qu'en créant une émulation, en mettant les éditeurs en concurrence et en proposant sur le marché au plus 3 manuels de chaque matière, les établissements pourraient choisir. Mais ce qu'on a observé quelque temps après, premièrement, c'est que le choix final par les établissements n'était pas un choix objectif. Parce qu'à l'époque, les manuels
étaient, après évaluation, classés par ordre de mérite. Alors, sauf à remettre en question l'évaluation, si on vous classe des manuels par ordre de mérite, si vous êtes un établissement qui recherche la qualité, vous prenez le premier, pas le deuxième, ni le troisième. Ce qui s'est passé, c'est que ce n'était pas toujours le premier qui était pris dans tous les établissements. Et en creusant un peu, on s'est rendu compte que les éditeurs qui étaient dans la fourchette de ceux qui avaient été retenus parmi les trois, pour certains, envoyaient des délégations pédagogiques dans les établissements et essayaient de convaincre par tous les moyens les chefs de ces établissements-là que leur manuel était le meilleur. Ouais. Et vous vous retrouviez donc avec quelqu'un qui est troisième sur la liste au classement officiel et qui est agréé par un ensemble d'établissements. Et en creusant davantage, on s'est rendu compte que les motivations n'étaient pas toutes saines. C'est le moins qu'on puisse en dire. On est donc revenu à la politique du livre unique. Et la politique du livre unique, qui est donc issue du décret dont je viens de vous parler, consiste sur l'ensemble du territoire national, pour toutes les écoles, privées et publiques, à ne demander aux parents que d'acheter le livre qui est sur la liste officielle signée par les ministres en charge de l'éducation. L'avantage que cette politique a, c'est que, et le décret du Premier ministre était précédé d'une circulaire qui montrait les dérives dans lesquelles on avait sombré, le mercantilisme en était l'une des dérives les plus importantes. Est-ce que vous imaginez qu'on avait à la maternelle, une dizaine de livres et consultation faite auprès des inspecteurs de pédagogie en charge de ce sous-secteur, ils nous ont dit qu'à la maternelle, on n'a besoin que de 3 types d'activités. Premier type d'activité qui se rapporte au langage et à l'expression, activité d'éveil au langage. Deuxième type d'activité, activité d'éveil scientifique. Et troisième type d'activité, activité d'éveil artistique. Ça donne donc 3 manuels. Un manuel de langage, un manuel de mathématiques, un manuel de coloriage. Divertissement. Voilà, coloriage artistique. Voilà les 3 manuels. Et désormais, à la maternelle, sur l'ensemble du territoire, les 3 manuels qui coûtent chacun 1000 francs représentent 3000 francs du coût du cartable pour tous les parents. Là où on allait parfois chercher entre 15 et 20 000. 3 manuels. Donc, l'un des avantages substantiels de la politique du livre unique, c'est d'avoir clarifié l'environnement et assaini l'environnement du manuel. Du point de vue du nombre d'abord. Oui. Maintenant, du point de vue du prix, les éditeurs sont conscients que à manuel de niveau égal, on prendra celui qui est le mieux disant, c'est-à-dire celui qui a le prix le moins élevé. Et si vous remarquez, l'autre avantage de cette politique, c'est que le nombre de livres a diminué sans que le savoir soit moins consistant. Le coût du cartable a diminué. De la CIL au CP, le cartable coûte 10 400 francs pour les 7 livres. 10 400 francs. C1, C2, CM1, CE2, c'est moins de 15 000 francs. Avec 14 800 francs, vous avez les 7 ou 8 manuels pour le cartable de l'élève dans ce cycle du primaire. C'est également un avantage de la politique unique, du manuel unique. Au secondaire, c'est la même chose. Et je voudrais dire que les éditeurs sont désormais conscients que le travail de fond doit se faire au niveau de la qualité de leur manuel. Et c'est la qualité de leur manuel qui peut leur garantir l'intégration de leur manuel dans la liste officielle. Donc, en réalité, il y a une meilleure lisibilité et il y a une plus grosse économie faite par les parents du fait de la politique du livre unique. Donc désormais, on est revenu à l'époque où on utilisait des livres par génération. Voilà, les livres durent 6 ans dans les programmes. Maintenant, l'autre chose qu'il faudrait dire, parce que les gens ont tendance à dire, mais on a dit que les livres allaient durer 6 ans, les livres ne font que changer. Il y a quelque chose qu'il faut expliquer aux parents qui consiste à dire que il y a eu une nouvelle, il y a de nouveaux programmes à la fois au primaire et au secondaire. Il y a une nouvelle approche pédagogique qui est l'APC, l'approche par les compétences. On a commencé à l'implémenter au secondaire en 2014. C'est pourquoi lorsqu'on a évalué les premiers manuels
en 2018, tous les livres du secondaire, de la 6e en 3e, ont été agréés pour 6 ans. Aucun de ces livres n'a changé. Comme c'est une approche pédagogique et des nouveaux programmes qui sont implémentés année après année, l'année d'après, la nouvelle approche s'imposait aux classes de seconde. On a donc changé les livres de seconde seulement. D'accord. Cette année, on a changé les livres de première et l'année prochaine, on va changer les livres de terminale. Mais après, à ce moment-là... À ce moment-là, une fois qu'on a eu pour toutes les classes des livres rédigés selon l'APC, ils ne changent plus pendant 6 ans. À moins qu'ils ne soient exclus des programmes pour toutes sortes de raisons justifiées et motivées après l'enquête triennale. Pour le primaire et la maternelle, cette année, il y a de nouveaux livres à la maternelle et à la CIL-CP. Parce que la nouvelle approche et les nouveaux programmes pour le primaire ont été validés en 2018. En 2019, on a donc demandé aux éditeurs de rédiger les manuels selon la nouvelle approche. Et sur instruction du ministre de l'Éducation de base, qui a demandé que le changement se fasse de façon progressive, nous avons changé les livres CIL-CP et l'année prochaine, nous allons changer les livres CE1, CE2 et l'année d'après, CM1, CM2. Les livres de CIL-CP qui sont nouveaux cette année vont rester les mêmes pendant 6 ans. Voilà ce qu'il fallait expliquer également aux parents. Très bien. Alors, on observe aussi de plus en plus que les livres sont faits avec les workbooks. Non, justement, madame. C'est précisément l'une des premières choses que nous avons changées lorsque mission nous a été donnée de conduire la politique du livre unique. C'est ce qui se passait avant. Et le problème des workbooks était un problème simple. Et c'était un problème de bon sens. Les libraires, le workbook, c'est le cahier d'activité. Oui. Voilà, le cahier d'activité. Les libraires imposaient aux parents, dont les enfants avaient bien conservé le livre de l'élève, lorsqu'ils venaient chercher le cahier d'activité, de racheter les deux. Et il se trouve donc des parents qui ne pouvaient pas acheter le workbook seul, le livret d'activité seul, parce que le libraire voulait absolument écouler le manuel. Voilà. Donc, ce qui a été décidé, c'est que le maximum d'exercices doivent être consignés dans les manuels. Et les élèves vont donc prendre ces exercices des manuels et les traiter dans les cahiers. Et de cette manière-là, il n'y a plus un consommable, c'est-à-dire qu'un livre dans lequel on écrit et qui l'année d'après ne sert plus à rien. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, c'est ce qui justifie que le coût du cartable est également baissé parce qu'il n'y a plus de livret d'activité dans les écoles. Et s'il se trouve que des éditeurs proposent des livrets d'activité, ils devraient être dénoncés. Le coût du cartable et le poids également. Le coût et le poids ont baissé. On se rappelle quand même que les cartables des enfants de 7 ans pesaient environ 14 kilos. Tout à fait. Alors dites-nous, quelle est la place donnée aux auteurs camerounais dans le choix du manuel scolaire? Alors, madame, je voudrais vous dire que tous les auteurs des manuels de toutes les disciplines au Cameroun sont des auteurs camerounais. Parce que le manuel, c'est un ouvrage qu'on écrit sur la base d'un programme. Et tous les éditeurs s'arrangent à trouver des auteurs camerounais dont ils requièrent l'expertise pour rédiger les manuels. Mais il y a une nuance qu'il faut faire avec certaines disciplines comme la littérature. En littérature, il n'y a pas un programme. Il y a simplement des périodes auxquelles on veut intéresser les enfants. On dit par exemple, on veut un roman français ou un roman africain du XXe siècle. Et c'est là-dedans que les éditeurs cherchent et nous proposent des œuvres. Nous avons donc quelques œuvres de littérature française qui sont inscrites au programme de français. Parce qu'en français, on doit étudier tous les genres. Le roman, le théâtre, le conte, la poésie. Donc, si vous voyez un roman de Maupassant ou si vous voyez un recueil de poèmes d'un poète français au Cameroun, c'est une œuvre parmi d'autres œuvres qui sont enseignées parce que l'idée c'est que on n'enferme pas les enfants dans leur seul univers, on leur fait découvrir d'autres univers à travers les littératures de ces peuples-là. Donc, la totalité ou presque
des auteurs des manuels. Quand je parle de manuels, je parle donc de livres de mathématiques, de sciences, d'histoire, géo, sont des auteurs camerounais. Alors, intéressons-nous à présent à un aspect très important, vous l'avez précisé tout à l'heure, le plus important, le contenu. Oui. Comment est-ce qu'ils sont arrêtés, les contenus des manuels scolaires? Alors, les éditeurs ont le programme et ils décident donc de rédiger des manuels en tenant compte du programme qui leur est proposé. Programme de français, on décide d'apprendre la conjugaison, on décide d'apprendre l'orthographe en séquence de la CIL au CM2. Les éditeurs qui veulent produire des manuels pour ces classes-là prennent le programme et ils font des leçons en respectant les prescriptions du programme. Et nous, au niveau du conseil, nous évaluons ces manuels-là en tenant compte, 1, de la pertinence de la leçon, 2, de la qualité des illustrations qui sont proposées pour asseoir la leçon. Lorsque vous prenez un texte, par exemple, si vous prenez un texte d'une leçon de français, vous voulez illustrer une leçon de français avec un texte, l'éditeur qui aura le maximum de points, c'est l'éditeur qui aura fait montre d'un peu de culture, qui ne prendra pas un extrait d'un quotidien qui paraît au Cameroun ou ailleurs, mais qui recherchera, pour le thème à développer, un extrait d'une des meilleures œuvres écrites par l'un des meilleurs auteurs. Il y a des thèmes, par exemple la famille, le village, le voyage. Il y a d'excellents textes qui ont été écrits par des auteurs de littérature générale. C'est pour cela que les meilleurs auteurs de manuels scolaires doivent être les gens les plus cultivés et qui ont l'ouverture la plus large sur tous les savoirs dont ils pourraient avoir besoin pour construire une leçon pertinente. Si vous voulez illustrer le thème du voyage, si c'est le voyage en avion, si vous prenez Saint-Exupéry, vous avez là l'un des meilleurs auteurs. Mais si quelqu'un à côté de cela, un autre éditeur, prend un texte d'un journal ou d'un auteur moins connu que Saint-Exupéry, il y a là un problème qui va permettre de départager les éditeurs. Maintenant, si vous voulez citer un texte, comme c'est le cas dans de nombreux manuels de français, si vous citez un texte qui existe, d'un auteur qui existe, avec des fautes, et c'est le cas de beaucoup d'éditeurs dont les sources ne sont pas vérifiées, vous voulez prendre une récitation, une comptine, et vous n'avez pas le texte original, vous n'avez pas vérifié le contenu, ou vous le reproduisez avec des fautes dans votre manuel, ce manuel-là n'aura pas le même nombre de points qu'un manuel qui a des sources avérées et reconnues. Là, c'est un autre élément de classification. Maintenant, les questions de représentation. Si dans un manuel, vous stigmatisez une catégorie sociale, si dans un manuel, vous faites de l'idéologie, c'est autant de choses qui vous font perdre des points. Voilà. Donc, voilà comment le contenu des manuels est évalué selon les différentes rubriques. La pertinence des savoirs, l'équilibre des savoirs. Si vous faites un manuel où toutes les scènes se déroulent en ville, alors qu'il y a des enfants à la campagne qui ont également leur univers qu'ils peuvent partager avec ceux qui sont à la ville, ce manuel-là n'a pas le même nombre de points que celui qui a une ouverture plus large. D'accord. Alors, qui sont ceux qui choisissent et sur quelle base? Est-ce que ce sont des... Qui choisissent quoi? Qui décident que voici le contenu qu'il faut pour la classe de la CIL, par exemple? C'est les programmes. C'est-à-dire que les inspections de pédagogie dans les ministères définissent les contenus des savoirs qu'il faut enseigner aux enfants d'une classe à une autre. Et une fois que ces contenus sont arrêtés dans les référentiels des programmes, on sait que en français, à la CIL, on apprend par exemple à conjuguer le verbe être. Au CP, on apprend à conjuguer le verbe avoir au présent indicatif et que progressivement, on apprend tous les autres temps verbaux jusqu'à la fin du cycle primaire. Et une fois que c'est décliné ainsi dans les programmes, l'évaluation consiste à s'assurer que ceux qui ont écrit les manuels ont respecté. Parce que si on dit d'apprendre à conjuguer le verbe être au présent ou le verbe avoir au présent à la CIL, si vous venez conjuguer le verbe manger, vous êtes hors sujet. Et si on demande de conjuguer ce verbe-là au présent, si vous avez le bon verbe mais vous le conjuguez au passé simple, vous êtes hors sujet. Voilà comment se fait l'appréciation des contenus des manuels par les évaluateurs. Alors, je vais insister. Est-ce que ce sont les pédagogues qui
rédige, Oui. renvoie aux éditeurs ou alors Non. les éditeurs font le paquet d'une fois? Non, les ministères en charge de l'éducation font rédiger, valider et rendre public D'accord. les contenus de tous les programmes de la maternelle en terminale. Et une fois que cela est rendu public, les éditeurs se chargent de prendre ces textes-là et de les interpréter. En fait, écrire un manuel correspond à quelque chose près à mettre en scène une pièce de théâtre. Voyez, vous avez un texte, vous avez des indications qui sont fournies dans le texte, et le metteur en scène, sur la base du texte qui existe, prend des acteurs, des comédiens, et fait jouer la pièce. C'est-à-dire qu'il rend pratique, visible, matériel, ce qui est contenu et couché par écrit dans le texte de la pièce. Est-ce que les contenus tiennent compte des réalités? Tout Oui, à l'heure, absolument. vous allez... Absolument, madame. Quelle est la place donc de la... On est africain, par exemple. Quelle est la place de la réalité culturelle dans la rédaction d'un manuel? Alors, on a dit tout à l'heure que les nouveaux manuels sont rédigés selon une approche pédagogique qui est l'approche par les compétences. Oui. Et l'approche par les compétences, la compétence est celle de l'enfant. L'approche par les compétences suppose que, à la fin de la leçon, on veut aider l'enfant à être capable, sur la base d'un savoir qui lui a été inculqué, d'atteindre un savoir-faire et de modifier son environnement. Et donc, tous les manuels sont rédigés en tenant parfaitement compte de l'environnement et de la réalité pratique à laquelle l'enfant est exposé. Et il y a un inspecteur qui expliquait, par exemple, que si on apprend à un enfant à calculer la surface d'un carré ou d'un rectangle, cet enseignement-là devrait l'aider à résoudre des problèmes de cet ordre-là qui se posent. Imaginez par exemple un enfant qui rentre dans son village et qui trouve que son grand-père veut partager ses terres à ses 4 ou 5 enfants. Quelle est l'opération qu'il doit faire? Il doit mesurer la surface totale de sa terre et la partager proportionnellement au nombre de ses enfants. Donc, le calcul de la surface, pour l'enfant qui a bien assimilé cette leçon, l'ouvre à une compétence qu'il peut mettre immédiatement en pratique dans son environnement. Donc, il est clair que l'approche par les compétences par elle-même impose la prise en compte de l'environnement de l'apprenant pour que le savoir l'amène à questionner son milieu et à le transformer. Parce qu'à un moment, on s'est demandé tout ce qu'on a appris en terminale, là, Voilà, est-ce que ça nous a servi? Voilà, donc en réalité, c'est pour cela que cette approche est apparue comme une approche importante, pour que le savoir ne soit plus quelque chose d'abstrait, pour que les connaissances soient des connaissances qui peuvent servir, être utiles et participer à la transformation de notre environnement. Dans le quotidien. Alors, je ne saurais terminer cette échange sans m'arrêter sur ce livre-là en 2018 qui a fait un tollé général, Excellence en 5e. Oui. Finalement, il n'était pas si excellent que ça, professeur. Sinon, quelle est la leçon qu'on peut tirer de ce type de situation? Alors, je pense que la leçon qu'on peut tirer, c'est que le manuel est une interprétation du programme. Et je l'avais dit en son temps, ce manuel-là, du point de vue du contenu et du point de vue de la leçon querellée et qui a fait polémique, n'était pas différent des autres. Et en son temps, j'ai présenté dans les médias tous les autres manuels qui étaient en compétition et en concurrence avec ce manuel-là. C'est pour ça qu'il n'a pas été possible de le remplacer par un autre qui aurait été mieux rédigé. Je vous ai dit tout à l'heure que la rédaction de manuel correspond à une interprétation du programme. Ce qui est écrit dans le programme, dans la lettre du programme et l'esprit du programme, c'est que les enfants ne doivent pas être ignorants de l'environnement qui est le leur. Et ce qu'on observe dans cet environnement, c'est qu'il y a de plus en plus des pratiques qui ne sont pas orthodoxes. Si vous laissez des enfants exposés à ces choses sans les leur expliquer, ils en sont les victimes et parfois les proies faciles.
Parce qu'un tonton qui se livre à des pratiques blâmables avec un enfant dans la maison, si l'enfant ne sait pas ce à quoi on veut l'entraîner, il peut se laisser entraîner à cela sans que son esprit critique soit alerté. C'était ça, l'esprit du programme. Et comme je le disais en son temps aussi, c'est en réalité deux approches pédagogiques qui s'affrontent dans ce débat. Faut-il avoir des tabous dans l'éducation des enfants? Est-ce qu'il faut avoir des interdits dans l'éducation des enfants? La conséquence, si on a des tabous et des interdits, c'est que les enfants à qui on a imposé des tabous et des interdits ne seront pas toujours sous notre férule et peuvent être brutalement confrontés aux choses qu'on ne leur a pas présentées comme étant mauvaises. Pas pour les y initier. On attire leur attention pour qu'ils soient préparés à résister, à s'opposer. Il y en a qui pensent qu'il faut avoir des tabous, et je pense que c'est un débat qui a cours dans l'éducation des jeunes filles. Est-ce qu'il faut parler de sexualité à la maison avec les enfants? Les parents, il y en a qui pensent que oui, d'autres qui pensent que non. Alors, c'est le problème qui s'est posé avec ce manuel, et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que quand on écoutait les gens des deux côtés, ceux qui pensent que non, les enfants voient pire parce qu'ils regardent la télé, parfois à des heures indues, ils regardent des programmes, ils ont Internet, ils ont des téléphones où ils peuvent tout avoir de ce que vous pouvez vouloir censurer, il vaut mieux donc les alerter. Donc, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que si cette leçon devait rester dans les programmes, elle devrait être réécrite pour que on alerte les enfants sans les heurter. Voilà la conclusion à laquelle on est arrivé. Faute pédagogique ou erreur de cible, lorsqu'on sait qu'ils sont un peu plus jeunes, en 5e. Voilà, c'est un autre problème. Si vous interrogez 2-3 parents, il y en a qui vous disent qu'en 5e, il y en a qui en ont vu d'autres. Et d'autres qui vous disent que non, en 5e, ils sont trop jeunes. Mais évidemment, pour ne pas en rajouter à la polémique, la conclusion à laquelle nous on arrive, c'est qu'il faut réécrire la leçon. Et au terme de l'enquête triennale, on espère qu'on aura cette leçon-là réécrite de manière à ne choquer personne. Parce qu'en 5e, quand même, bon, à mon époque, je suis plus très jeune, on a fait un cours qui s'appelait la reproduction. Oui. Mais là, on nous apprenait justement la puberté, oui, comment calculer le cycle menstruel, comment... Est-ce qu'à cet âge-là, c'est pas mieux ainsi? Et surtout que ce livre avait des illustrations. Je vous dis ce que je vous ai dit tout à l'heure, que tous les livres avaient été rédigés selon cet esprit-là. Maintenant, la polémique est derrière nous, ne la rouvrons pas, mais attendons simplement que l'éditeur à qui échoue la responsabilité de réécrire le chapitre le fasse. Et évidemment, peut-être qu'on devra faire des tests pour savoir si tout le monde est d'accord que ça doit se présenter de cette manière-là. Bon. Mais pour le moment, l'enseignement de ce module-là est suspendu. Une dernière question quand même sur le sujet. Alors, le chapitre a été retiré. Est-ce que le geste, selon vous, il est justifié ou alors vous avez un peu cédé sous la pression de la population? Non, il n'y a pas de pression qui vaille. L'enseignement, c'est quelque chose de consensuel. On ne peut pas dire qu'on choisit la majorité au détriment de la minorité quand on veut régler des problèmes éducatifs. Le consensus, c'est un mode de règlement des situations. Et évidemment, pour atteindre le consensus sur cette question, on retire la question momentanément du débat et puis on voit comment on peut la réintroduire en essayant d'écouter les uns et les autres. Alors, rentrée scolaire 2020-2021, est-ce qu'on sera à l'abri de ce type de situation? Oui, totalement. Ou alors où on pourra encore revivre un chapitre querellé? Non, non, mais moi je pense que ce sur quoi nous voulons insister à cette rentrée 2020-2021, c'est l'importance des manuels. Vous voyez, la pandémie actuelle nous impose toutes sortes de contraintes. Et la seule contrainte qu'elle ne nous impose pas, c'est la latitude de lire et de relire. Parce que vous portez des masques, vous portez ceci, vous portez cela, et vous voyez les contraintes en termes de gestion du temps de classe qui s'imposent désormais, qui va s'imposer à tous les parents et à toutes les écoles.
je pense personnellement que l'avantage qu'on peut tirer de ce malheur, si les parents ont tous les manuels, ils peuvent compléter ce que les enfants ne feront pas à l'école ou ce que les enfants n'auront pas le temps de faire à l'école à la maison. L'école ne peut plus se faire seulement à l'école. Et pour que l'école se fasse à la maison et qu'elle se fasse bien à la maison, il faut que les parents puissent accompagner les enfants. Et l'accompagnement n'est possible ici que si les parents savent où on veut conduire leurs enfants, et ils le sauront en achetant aux enfants tous les manuels scolaires. Vous parlez d'un aspect très important, il y a de plus en plus, on parle de plus en plus du e-learning. Oui. Alors est-ce que le e-learning ne va pas également venir donner un coup au livre, sachant que, je prends un exemple, hein, peut-être qu'il y aura un exercice et un élève pourra filmer peut-être son livre pour donner à son voisin qui n'a pas de livre et je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Il y a un exercice qui est donné, je n'ai pas de livre, mon voisin filme le livre, il me l'envoie par téléphone puisque désormais ce sera digital. Est-ce que là, le livre aussi ne va pas prendre un coup? Non, le livre ne prend aucun coup. Au contraire, plus que jamais, le livre est omniprésent dans la vie et la carrière des enfants. Ce que moi j'ai vu faire au collège Vogt, sans publicité, où fréquente mon fils, c'est que une partie de l'école s'est faite à la maison et tous les exercices se sont faits à la maison. Donc l'enfant fait un exercice qui est référencé dans le livre et envoie sa copie avec un numéro de code qui est le sien à l'école et le professeur corrige sans avoir besoin d'être en situation de classe. Et mon fils a fait pratiquement tous ces exercices à la maison et parfois pour cela il fallait qu'il ait le livre. En fait, le e-learning va faciliter la circulation de l'information et surtout l'information de l'élève vers l'enseignant. Et donc, on peut enseigner des choses à la télé, on peut enseigner des choses à travers les technologies actuelles de l'information et de la communication, mais ce que l'enfant doit avoir comme propriété personnelle, qu'il doit toucher du doigt, qu'il doit lire et relire, c'est dans les manuels qu'il va le trouver. C'est pour ça qu'il est important d'insister pour que tous les parents achètent tous les livres aux enfants et puissent les accompagner. Si on donne un exercice, on peut donner l'exercice tout entier par une voie électronique. L'élève va renvoyer par voie électronique, mais le support sur lequel il va s'appuyer pour assimiler les questions posées dans l'exercice, c'est son manuel. C'est son manuel. Merci professeur, nous sommes arrivés au thème de notre émission. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain.